Bonjour, vous êtes avec Christelle et Mika. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons aujourd'hui attirer votre attention sur deux protagonistes assez intéressants. Le premier s'appelant Yanis Roussel. Oui, son pseudo c'est Cadet, Cadet Roussel. Cadet Roussel. Tout à fait. Alors, Cadet Roussel, Voilà, c'est son donc, pseudo en fait. On l'appelle Cadet parce qu'il est jeune, il a ouais, 24 piges, il est jeune, il est il est petit. petit, il est jeune et en fait là il est très déçu. On va voir pourquoi. Ouais, il est très déçu. Je l'ai eu au téléphone. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a eu au téléphone pour essayer de lui remonter le moral, mais enfin là il est très déçu. Ça, c'est un message subliminal. Non, j'ai juste. Non, j'ai juste. Miaou, ouais, bon. Alors, donc Yanis, vous l'avez en photo ici. Il était militant à Vannes durant les élections présidentielles. Donc, il était vraiment militant engagé LREM. Il soutenait Emmanuel Macron lors des meetings. Oui, bah c'est vrai qu'a priori il a été subjugué. Oui, c'est ce qu'il dit. Comme comme beaucoup de jeunes en 2016, il a été subjugué par Emmanuel Macron. le charisme. En même temps, qui peut résister au charisme d'Emmanuel Macron, je veux dire. Hein. Non mais à l'époque. Ce monsieur, nous le retrouvons ensuite en 2018, 17. 17, puisqu'il a fait campagne pour le deuxième tour. Ah oui. Et ouais, ah oui. Ah non, ils sont engagés, hein. Très engagé, hein. Ah, ils sont engagés. Je te dis, il l'a rencontré, enfin, d'après ce que j'ai pu capter un peu comme dans son regard. Parce que tout se passe au niveau du regard. Mhm. Et dans ses interviews. Puisqu'il a été interviewé comme de par hasard en tant que jeune qui découvre. Toi, il avait 20 piges là, à l'époque. Et donc il disait, waouh, j'ai jamais vu quelqu'un, Macron il envoie du lourd, enfin il envoie du bois, et Il y croyait, hein. Ah, il y croyait. Il y croit encore d'ailleurs, Ah oui, il y croit Macron. encore. Et donc en 2017, donc, on le retrouve à Marseille, parce qu'il est passé de Vannes à Marseille, et donc on le voit dans une vidéo en train de faire campagne, en tout cas pour le second tour. D'accord. Voilà. Alors moi je parlais de 2018, donc Emmanuel Macron a été élu, Voilà. et Emmanuel Macron lance le mouvement, en tout cas c'est un programme, le programme des 1000 talents, et en fait c'est pour La République en marche une façon en tout cas de retrouver ou de trouver en tout cas des talents en politique. Ouais. Bah, il avait déjà initié cette chose-là, mais dans un autre domaine. Un autre contexte. Un autre contexte, c'était des talents, mais du style des talents dans la gastronomie. Ça, c'est quand il était ministre De l'économie. de l'économie. Ouais, C'était en 2016 en fait. Et après, il a fait perdurer cette chose-là, mais en même temps, il a créé en parallèle. d'accord. Son institut de formation Tous Politiques, créé en juillet 2018. Voilà, exactement. D'ailleurs, c'est par cet institut-là qu'a été repérée Laetitia Avia. Ah oui, D'accord. absolument. Je vais essayer de retrouver, tac, le site. Donc c'est Polintel, pardon. Et donc là, ils nous disent Laetitia Avia, un mentor qui a l'écro. Et donc ils nous disent que effectivement, cette députée a été repérée par le biais de ces 1000 talents D'accord. et a été propulsée où elle en est aujourd'hui. Et elle a d'ailleurs porté le projet de loi Avia Tayeb. Oui. Bon, ça, on en reviendra. On reviendra sur le fameux, la fameuse proposition de loi de Taïeb. Alors ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces 1000 talents, c'est exactement constitué sur le modèle des Young Leaders chinois. Oui, Donc oui, ce sont les absolument. Chinois en fait qui l'ont instigé. Mhm. Et Macron s'est vraiment calqué sur ce modèle chinois pour découvrir de nouveaux talents en politique. Oui. Et d'ailleurs, maintenant, mademoiselle Laetitia Lavia, maintenant, elle est devenue responsable de la faction 1000 talents. Ouais, elle en est responsable. Quand on sait qu'il y a le CRIF derrière, il y a de quoi se poser des questions quand même, quoi. Et donc, ce monsieur Roussel est maintenant en charge, je crois, tu me disais. Oui, alors d'abord, donc, il a fait le premier séminaire.
Ouais. Donc là, Exactement. il était participant. Il était participant, donc ça a été lancé en juillet 2018. Et donc les premiers séminaires ont commencé en septembre. D'accord. Septembre 2018, en tout cas à Marseille. Ouais. Parce que, suivant les départements, par exemple dans le Var, c'était en 2019. Mais en tout cas, là, en septembre 2018, Yanis Roussel fait son premier séminaire. Et donc, il y avait apparemment 300 candidats. J'ai mis la photo d'ailleurs. Voilà, donc vous Donc- avez 10 secondes pour le retrouver. Ah, 29, j'ai été trop 28, vite. 27. Il est là. Et donc, voilà, bah, il est reconnaissable. Donc là, c'était donc en septembre 2018. Et donc, au début, il y avait 300, un peu comme un jeu, il y avait 300 prétendants, après, il en reste plus que 80, Oui, etc. ah oui, ils rétrécissent Ils un petit peu. rétrécissent Ouais. Faut un écrémage, d'accord. l'écrémage. Et donc, bah, il a été pris, enfin, et voilà, donc, en tant que potentiel. Politique pour LREM. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Bon, mais ça c'est clair au moins. Ouais, ouais. Ok. Donc, il avait déjà fait campagne, enfin, donc, pour Macron en tant que jeune militant. Et donc, bah, il a poursuivi sa formation. Mhm. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il est devenu recruteur. Enfin, Donc- formateur. Ah, c'est un mentor en Voilà, fait maintenant voilà. qui forme d'autres Voilà, candidats potentiels voilà. à ce projet des Voilà. 1000 talents. Bah, en fait, D'accord. d'après ce que j'ai capté, c'est par département. Ouais, Donc, une fois que Marseille en fait a été un peu le leader, hein, parce que ça s'est lancé en juillet 2018, en septembre 2018, ça se lance à Marseille. d'accord. Pourquoi Marseille, c'est comme ça. Mais en tout cas, donc lui, il a été un des premiers. Donc, ça fait ça fait pratiquement 2 ans qu'il a été formé. Ouais. Et donc, bah, effectivement, non, il prend la place de Laetitia Avia, et ainsi de suite. Dans chaque département, ceux qui ont été formés deviennent eux-mêmes Formateur. C'est formateurs. un peu le modèle Tupperware, ça. Hein. Oui, oui, c'est un peu ça. Oui, oui, c'est Tu ça. sais, les trucs très pyramidaux, là, les Ouais. ventes Oh pyramidales. là 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 là. Donc, ce programme de 1000 talents a pour mission de favoriser l'émergence et la montée en compétence de nouveaux talents. Il est destiné à des citoyens au parcours divers qui souhaitent prendre plus de responsabilités en politique. Oui, 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 oui. Alors, ce qui est assez amusant, on va pas. Parce que c'est un peu comme à la fois comme des assiettes chinoises et puis un peu comme un puzzle où dans le même timing que M. Yanis Roussel rencontre Emmanuel Macron, c'était le grand coup de foudre. Je ne sais pas si tu as son pédigré, enfin son CV, où on voit qu'en 2016, il a fait un stage à l'IRD. Alors, où c'est que je l'ai, ça? Sur LinkedIn, tu sais, Ah, je ne l'ai pas cherché. Attends. J'y suis là. Oh, je suis perdue dans mes notes. Donc, âgé de 24 ans, ce breton originaire de Vannes est l'un des plus proches collaborateurs de Didier Raoult qu'il rencontre en 2016. Dans un premier temps, recruté pour un stage à l'IHU, puisque c'était dans le cadre de ses études de doctorat qu'il faisait à l'université Aix-Marseille. Oui, 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 oui. Donc, il a fait un stage à l'IHU. Voilà. D'accord. Et un petit peu avant, c'était l'IRD. Et un petit peu avant, il a fait un stage à l'IRD qui était dirigé par un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Moiti, je crois. Absolument, Ok. tout à fait. On reviendra peut-être, voilà, plus bref délai. Mais en tout cas, voilà, au niveau du contexte, en même temps qu'il rencontre M. Macron, il s'investit auprès de M. Raoul. D'accord. Oui, oui, c'est concomitant. C'est concomitant. D'accord. C'est- Dans le c'est- cadre de ses études, là. Voilà, donc Ok. il fait son doctorat, c'est ça, Hmm. et Oui, puis en même temps, sa thèse. sa thèse, voilà, donc, et donc Ok. bah, il y est depuis maintenant, depuis 2016, hein, donc il y est encore. D'accord. Et donc là, il se retrouve bah, bras droit de Monsieur Raoul au niveau de tout ce qui est communication, relations, médias, presse, Ah oui, chargé de com, quoi. chargé de En communication. fait, c'est le Cibet de Didier Raoult, c'est ça? Oui, c'est un peu. Oui, 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 oui. Il n'est pas encore son porte-parole. Ah ouais, c'est vrai. Il n'est pas encore son Mais porte-parole. c'est le stade chargé de com. C'est le tas de chargé de com il a quand même une place super importante parce que c'est lui qui octroie les interviews, Ouais. qui gère l'emploi du temps Exact. de M. Raoul. C'est Exact. lui qui avait fait toutes les vidéos à l'IHU avec M. Raoul dès le début de la pandémie
en début d'année où on ne le voyait pas en fait, c'était une voix off. Alors justement, j'ai une petite photo. Tac, tac, voilà, c'était lui. À ce moment-là, il a cette tête. Et on le voit aux côtés de Monsieur Raoul. C'est bon, voilà, c'est son chargé de com, quoi. Voilà, voilà. Tout simplement. Donc pas étonnant qu'on le retrouve aussi à l'Assemblée nationale pendant l'audition. Ah oui, je vais montrer la photo aussi. Donc là, effectivement, il était derrière. Donc vous avez vu, il a changé un petit peu de tête parce que ce monsieur a l'air d'être un vrai caméléon, en fait. Oui, c'est vrai qu'il a plusieurs têtes. Hein. Et il était effectivement derrière Monsieur Raoul, ici. Et il était très très attentif en fait à ce qui était dit, mais bon, c'est pas étonnant puisque ça fait partie de sa fonction en fait de chargé de com, quoi. Oui, oui. Alors pour montrer un peu son changement de tête, par exemple là on l'a vu un peu mal rasé, un coup pas très bien peigné quand il est avec Monsieur Raoul, après a priori assez bien peigné quand il est à l'Assemblée, en même temps bon, à l'Assemblée bon, il a fait un petit peu il a fait effort au niveau de la coiffure. Oui. Et il y a d'autres photos en fait où on peut revenir un tout petit peu au niveau de la chronologie en 2017 parce qu'il a participé activement à l'élection en tant que député de comment s'appelle-t-elle De déjà Madame Cathy Racon-Bouzon. Voilà, c'est ça. Donc c'est la députée de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône et Monsieur Yanis Roussel est son suppléant. Donc on peut le voir effectivement ici. Donc, vous avez vu, c'est carrément pas la même tête, quoi. C'est assez hallucinant. Alors que ces photos, bon, elles sont à date de 2017, bon, c'est Ouais. quand même 3 ans. 3 ans, c'est 3 pas ans, énorme, c'est pas quoi. énorme. Mais c'est vrai que quand on le voit, j'espère que j'ai pas fermé. Ah bah si, je l'ai fermé, zut. Quand on le voyait juste avant avec le professeur Raoul, il n'a pas la même tête, quoi. Oui, C'est oui, assez oui. hallucinant. Oui, oui. Et puis même quand il participe à son premier séminaire, donc là ça datait de septembre 2018, on le voit complètement sur la droite photo, bah, c'est vrai qu'il a plutôt la tête de la personne qui ressemble actuellement que de celle qui ressemble en 2017. Et vraiment le changement aussi, il y a quand on regarde la vidéo quand il fait campagne pour le second tour d'Emmanuel Macron pour la présidentielle en 2017, c'est vrai qu'il a pas non plus la même tête. Ça, on voit qu'il il joue avec l'image Oui. et il s'adapte au public, quoi. J'ai l'impression, enfin, ça donne cette impression, en tout cas. Ça pourrait donner cette impression. Ouais, Ça ouais, pourrait ouais. Voilà. En tout cas, donc là, c'est pour ça qu'il est très déçu. Ça, au tout début de la vidéo, je disais qu'il est très déçu, mais parce que il a fait campagne pour. Donc, il s'était engagé vraiment en politique, en Oui. étant le suppléant de Madame Cathy Racon-Bouzon, donc députée LREM, quoi, c'est Oui, pareil. Donc là, bien il s'est sûr. vraiment engagé. Ah oui, et, oui, 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 oui. c'est son suppléant. D'ailleurs, j'ai la petite photo. Hop, regardez, c'est bien marqué. Suppléant Yanis Roussel. Voilà. Donc, elle est députée. Et là, dernièrement, effectivement, alors attendez, il s'est engagé au municipal. Et Poum. oui, il était dans la liste de monsieur Yvon Berlin. Regardez, hop, Yanis Roussel ici. Et il était sur la liste, effectivement, de Yvon Berlin. Donc lui, il se présentait pour LREM et il avait fait une alliance avec les écologistes Oui. pour le 6e et 8e arrondissement de Marseille. Alors, ça, c'est ce qui restait au second tour. Au second tour. Au second tour. Par contre, il s'est engagé sur tous les arrondissements de Marseille. Il y avait 300 colistiers. Oui, c'était énorme. 300 colistiers. C'était énorme. Donc, parce qu'il faut compter une trentaine à peu près de personnes par chaque arrondissement, donc multiplié par 15. Ouais, Voilà. exact. Ils Donc, avaient déployé vraiment, surtout Marseille, hein, leur candidature. Ah oui. Donc là, il restait le 6e et le 8e arrondissement. Bon, ils ont perdu. Donc là, ils vont au SEM, il est un petit peu. Bon, bah, là, il reste toujours M. Raoul. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé quand même par rapport à Cathy Racon-Bouzon, et j'y reviens dessus parce que c'est très très important. Oui. Elle a remis le 7 mai à M. Gabriel Attal un rapport de la mission Accélérer les alliances stratégiques. Et quand on regarde d'un peu plus près ce rapport,
Elle dit que cela s'inscrit dans la lignée de l'objectif de développement durable numéro 17. Et regardez, l'objectif développement durable 17 d'ici 2030, c'est l'agenda 2030 dont je vous tarabuste depuis le début avec ça, parce que ça a une importance capitale, mais vraiment capitale dans la bataille oligarchique que nous vivons à l'heure actuelle et dont nous sommes les spectateurs. Ce qui me vient, c'est que c'est à la fois très subtil, Oui, très grossier, en même temps. en même temps. Parce que tout est mis en avant. Là, par exemple, j'allume l'ordinateur, je découvre ce matin l'action d'Extinction Rébellion Oui, exact, hein, ils sont de nouveau en action. Là. devant le ministère de l'économie. Pas un CRS, pas un policier, rien. Ils sont restés pendant une demi-heure, ils n'ont pas du tout été ennuyés. Juste, et là, donc, c'est programmé qu'ils fassent leurs actions partout dans le monde, a priori, donc à partir ça a commencé, je crois, d'hier jusqu'au 4 juillet. Bon, voilà, c'est juste des petits éléments comme ça Et en même temps, dans le même temps, c'était hier, où Emmanuel Macron, en fait, faisait son allocution concernant la finalisation de la Convention citoyenne. Tout à fait, et d'ailleurs, Emmanuel Macron se dit plus vert que les verts. Donc on voit très bien que finalement la question de l'écologie politique ne l'embête pas du tout. Oh, pas du tout. Mais pourquoi? Parce qu'ils soutiennent le même agenda. Bien sûr, bien sûr. Après, ils affichent peut-être des contradictions, mais je veux dire, ça c'est des contradictions pour diviser l'électorat. Oui, mais au final, ils sont d'accord. Oui, ou avec d'autres termes, des fausses oppositions. Des fausses oppositions, c'est ça. Et des fausses oppositions, voilà, il y a très souvent ce terme sans vouloir passer pour un parano. Non, il y a juste un principe, c'est le principe de précaution. Et le principe de précaution, Et de vigilance. La vigilance, c'est par rapport à la société du spectacle. C'est déjà le faux. Après, est-ce qu'il y a du vrai dedans? Peut-être. Mais c'est que du faux. Ouais. Faux et usage de faux. N'importe quel événement qui se passe, il y a l'aspect, je dirais, extérieur, qu'on va placarder à renfort d'articles, à renfort de vidéos, comme dernièrement avec George Floyd. Bon, à un moment donné, c'est qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça met en scène, ou comme la pandémie, qu'est-ce que ça provoque en chaque individu et dans quel état ça le met. Et sachant que toute manifestation provoque de l'émotion, et qu'à un moment donné, la raison, eh bien, elle descend au profit de l'émotion. Et c'est l'émotion qui va, effectivement ou pas, intervenir avec de la peur, avec de l'angoisse, avec des réponses immédiates, sans avoir ce recul nécessaire qui permet de... Oula, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous préparer et qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre comme mise en scène? C'est une mise en scène. Sur le plan global. Sur le plan global. Alors cette députée, elle utilise, j'ai envie de dire, la même sémantique que nous. Elle parle de partenariats innovants dans le cadre de l'agenda 2030, mais au service du bien commun. C'est là où, à un moment donné, il faut faire attention, parce que ces gens-là ont une idéologie bien précise, qui est en arrière-fond messianiste, il ne faut pas se le cacher. Et là, ils emploient la même sémantique que ce que nous, on peut employer, mais c'est un service du bien commun dévoyé. Parce que c'est pour leur bien commun à eux, quoi. C'est pas pour le nôtre, c'est pas pour celui du peuple. Et j'ai envie de faire le lien, donc comme on était parti sur les municipales, hop, j'y reviens. Juste, me vient en t'écoutant et en laissant raisonner, ne serait-ce que par rapport à ce personnage, donc Yanis Roussel, en l'état, moi je ne le connais pas, enfin, on ne le connaît pas, on l'a jamais rencontré, ça peut être quelqu'un de très sympathique. C'est pas de lui dont il s'agit, c'est de son rôle. C'est de son rôle et de l'idéologie qu'il véhicule. Absolument. Le but, c'est d'éclairer vraiment ces idéologies qui sont véhiculées, cet intangible-là. C'est ça, en fait. C'est pas des attaques ad nominem. Cette personne, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Et ce qui me fait rire, c'est... il y en a certains peut-être qui connaissent les vidéos de Marcel D, Marcel Dubreuil, pour le nommer, qui fait du 4-4-2. Et il a tweeté, il y a quelques jours,
justement, avec juste un extrait de l'audition de Monsieur Raoul avec Yanis Roussel, mais sans savoir qui est ce Yanis Roussel, a priori, Oui. et qui tweet en disant, regardez, même le gars qui est derrière rigole par rapport à la punchline que vient d'envoyer Monsieur Raoul. Mais oui. Et l'audition a duré plus de 3 heures. Il n'a pas ouvert la bouche, Monsieur Yanis Roussel. Il était juste derrière. Et effectivement, au regard, ne sachant pas d'où il vient, alors effectivement, il y a des personnes qui l'ont peut-être reconnu ou pas en disant, ah bah oui, putain, je le reconnais, c'est le chargé de com ou c'est celui qui fait des vidéos avec Monsieur Raoul. Et puis ça s'arrête là. Mais même ça, c'est pas vu, où il n'y a pas de relation directe. Ouais. Et Marcel D, pourtant, qui a quand même... il s'est creusé, Marcel D. Il s'est creusé, Marcel D. Alors je lui ai envoyé un petit message, on va voir ce qu'il est là. Mais effectivement, de dire, même Marcel D, tu tombes dans le panneau, entre guillemets, c'est pas méchant ce que je dis, mais dans le sens de, tu crois que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en contact avec Monsieur Raoul, mais qui rigole, qui est, comment dirais-je, qui rit des punchlines, entre guillemets, qu'envoie Monsieur Raoul. Comme s'il avait cru que c'était un attaché parlementaire. Voilà, d'accord. Exactement. Donc pour revenir aux candidatures des municipales, des dernières municipales, donc sur la liste de Monsieur Yvon Berland en marche, nous avions sur une autre circonscription, toujours sur la même liste, Sophie Goy, bon alors là ça ne s'invente pas, et Monsieur Jean-Paul Moati. Donc ils font partie effectivement de la liste de la République en marche, alliance avec les écologistes, eux pour les 9e et 10e arrondissements. Alors Sophie Goy, d'après ce qui me revient, c'est la femme en fait de celui qui est proche des Verts. Comme ils ont fait une alliance. Fait, voilà, c'est ça. Comme ils ont fait une alliance. Oui. Donc voilà. Oui, d'ailleurs, j'ai l'article là. Voilà, on la voit en photo effectivement avec son époux et Monsieur Moati, donc qui faisait campagne. Et l'époux de Madame Goy s'appelle Christophe Madrol et effectivement, c'est un écologiste. Voilà. Donc là, vous les avez en photo ici. Monsieur Moati est assez intéressant dans son genre. Donc là, on avait creusé, mais pour vous faire une synthèse, on a pris directement la page Wikipédia. Parce que ça prend. Ce qui me venait avant de faire la vidéo, ça me revenait en tête lorsqu'on a fait la vidéo sur William Bourdon, et qu'il y a des personnages. Ah oui. Dont on parle peu. D'ailleurs, je serais prête à parier que ce monsieur connaît William Bourdon. À un moment donné, il est partout. Alors là, effectivement, là, ça va être du synthétique de chez synthétique, oui. Parce que ce qui nous intéresse en l'état, c'est plus ce qui s'est passé à Marseille et des liens avec Yanis Roussel notamment, et Yvon Berland, et aussi éventuellement peut-être Monsieur Raoul, dans une certaine mesure. On va voir. Donc il a été chercheur à l'INSERM, pour commencer sa carrière. Il rejoint après l'université d'Aix-Marseille en 1994 en tant que directeur de l'unité mixte de recherche, épidémie et sciences sociales appliquées à l'innovation médicale. Alors pendant qu'il donnait en 1994 ses cours à l'université Aix-Marseille 2, avant qu'il y ait la fusion des trois, en 2012, dans le même temps, M. Raoul aussi donnait comment dirais-je, il était aussi orateur aussi à ce niveau-là. À la fac. À la fac. Ouais, normal quoi. Voilà. Donc ils se connaissent depuis pas mal de temps. Tout à fait. Donc ça c'était en 2008. Il a été également directeur de recherche de l'unité mixte sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l'information médicale. Et ensuite il a été affilié à Aviasan en 2011. Alors Aviasan, c'est un partenariat privé-public par lequel beaucoup de personnages sont passés, notamment Monsieur Delfrécy, notamment Monsieur Lévy, et on vous en avait parlé, me semble-t-il, pour le plan médecine génomique 2025, dans lequel il était question par ce partenariat de faire une base de données sur l'ADN des Français. Tout à fait. Donc lui, il en a fait partie aussi. Et ensuite, il est nommé président
d'un directeur général de l'IRD le 11 mars 2015. 11 mars. Oui, Ils aiment oui. bien les chiffres. Là, il n'y est 11 plus, il y mars. était jusqu'en 2019. Voilà. L'IRD, c'est l'Institut régional de développement, je crois. Recherche de Ah, développement. Institut de recherche Recherche et de et de développement. développement. Alors, inutile de vous dire que là, c'est pareil, agenda 2030. Donc c'est là où, effectivement, monsieur Yanis Roussel Mhm. a fait son stage et ensuite il a fait un CDD. Dans cet institut-là. Voilà, en 2016. D'accord. Donc ce monsieur, il concentre ses recherches sur les grandes épidémies, hein, VIH et SIDA, paludisme, l'accès aux médicaments essentiels, le renforcement des systèmes de santé et des inégalités socio-sanitaires. Donc là, c'est vraiment l'agenda 2030 en fait. On apprend que il a été membre du Advisory Committee for Earth Research auprès du directeur général de l'OMS. Oui, d'ailleurs on parlera du fameux rapport. Ouais. Et on le retrouve dans le Global Earth Advisory Committee des Open Society Foundation. Alors là, on a beaucoup cherché. Alors, j'ai pas trouvé la date Non. exacte. En tout cas, c'est antérieur à 2011, Ouais. ça c'est sûr. Moi, je dirais dans les années 2007-2011, dans ces eaux-là. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est antérieur à 2011, ça c'est sûr. Mais on n'a pas trouvé la date exacte. Ah, On ne sait pas combien de temps il y est resté. non Voilà. plus. Ouais. Mais en tout cas, il y a participé. Il y a participé. En janvier 2017, l'Organisation des Nations Unies le nomme parmi les 15 experts internationaux chargés de rédiger le rapport mondial sur le développement durable en 2019 pour le suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Oui, oui, et d'ailleurs, il l'a remis à une date bien précise. Oui, alors attends, je ne sais plus où j'ai l'article, ça doit être celui-là. Poum. Le premier rapport global sur le développement durable remis au secrétaire général de l'ONU, ah bah dis donc, le 11 septembre 2019. Ça ne seulement pas, Ça, donc juste, alors ça, les kabbalistes vont... Oui, Enfin, je veux dire, voilà quoi. juste quelques jours avant. Donc voilà la couverture. Et il est cité, hein, Monsieur Jean-Paul Moati, PDG de l'IRD et président de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement. Ce rapport est rendu public le 11 septembre et Voilà. il avait été commandité par l'ensemble des États membres des Nations Unies. Le rapport constitue la première évaluation quadriennale de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des 17 objectifs de développement durable. Donc derrière M. Moati, il y a aussi cette idéologie de l'agenda 2030. Et comme tu le disais très justement après, il a participé à la refonte de l'université Aix-Marseille Oui. en 2012. Oui, oui. Donc c'est devenu un mégapôle universitaire en fait. Et qui est devenu le responsable de cette université? Bah, celui qui voulait devenir. Ah, Monsieur Berlin. Oui. Ah, c'est absolument. magnifique. Ah non, mais il y a un nid là-bas, hein, je vous dis. Hein. C'est monsieur Yvon Berland qui est depuis 2012 donc Ah. le responsable de l'université. Alors moi je me pose une question tout de même, parce que Monsieur Moati a fait partie de l'Open Society Foundation. Et nous savons que Monsieur Georges Soros a lancé dernièrement un programme concernant les universités. Aussi, oui. Donc il y a une volonté d'infiltration des universités. On l'a vu par rapport au Columbia Institute justement. Et Madame Assa Traoré. Donc est-ce que à ce moment-là, il y avait déjà en ligne de mire cette idéologie-là derrière? Ça, je ne sais pas. Monsieur Plaquevin peut-être pourrait nous le dire. Peut-être. Nous, on n'a pas trouvé... Ne serait-ce que de faire des recoupements entre les 1000 talents d'un côté, Ouais. les universités de l'autre, le entre guillemets ce qu'il avait sorti Macron, le fameux service national, Le SNU. du SNU, service national universel, Mm. des petites choses comme ça qui factuellement montrent dans quelle mesure effectivement la jeunesse, mais aussi les jeunes adultes, qui peuvent être plus ou moins dans l'expectative,
de se demander qu'est-ce qu'ils veulent faire, dans quel type d'engagement, et là leur servir sur un plateau, alors déjà bien les former à l'université, pour ensuite, éventuellement, leur donner l'opportunité d'exploiter tout leur potentiel. Ouais, c'est de l'exploitation. Bien sûr. Mais je veux dire, sans revenir à une période si lointaine, mais je veux dire, la jeunesse a toujours été, de ce point de vue-là, un moyen d'embrigadement pour ensuite les former à être des bons petits soldats. Alors là, j'avais oublié, mais je vous mets quand même la photo de famille. Ah oui, oh. Donc, bon, ben voilà, on voit les liens étroits entre Monsieur Roussel, Monsieur Berland et Monsieur Moati. Ils sont tous les trois sur la même photo, donc ils se connaissent et ils se sont fréquentés. Alors, peut-être, maintenant que nous avons un petit peu succinctement et vraiment en synthèse, on peut peut-être faire le lien avec Monsieur Raoul. Quel lien Monsieur Moati peut-il avoir avec Monsieur Raoul? Est-ce que vous le voyez? Parce que nous, en fait, ce dossier-là, on l'a depuis un petit moment. Depuis le début, avant le confinement. Quoi. On n'a pas trop... Parce qu'on sentait bien que l'opinion publique était vraiment derrière ce monsieur, et qu'effectivement, tout ce qu'on pouvait creuser, on s'est dit, bon, bah là, ça passera jamais, quoi. Et effectivement, bon, bah là, factuellement parlant, on voit bien que Monsieur Moati, je te laisse la primeur. Alors, nous avons trouvé un article qui date du 16 octobre 2018. Donc, il a 2 ans, cet article. Il n'a pas été écrit suite au confinement ou à la position de Monsieur Raoul, d'accord? Il date d'il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, en fait... il y avait eu des petits soucis de conflit d'intérêts entre l'IRD, justement, qui était donc présidé par M. Moati, et l'IHU. Pourquoi? De Marseille. L'IHU de Marseille. Et notamment la Fondation Méditerranée Infection. Pourquoi? Parce que l'IRD faisait des dons, en fait, en nature et en numéraire à cette fondation. Mais le souci, c'est que la femme de M. Moati, Yolande Obadia, était à ce moment-là la présidente de la Fondation Méditerranée Infection. Et cette Fondation Méditerranée Infection est directement rattachée à l'IHU de Marseille. Et oui. Donc il y avait comme un conflit d'intérêts, en fait. Et c'est ce qui, finalement, a attiré un petit peu le regard de l'AFA, donc les contrôleurs de l'AFA, qui se sont posé la question de savoir s'il y avait vraiment un conflit d'intérêts ou pas. Oui, Surtout oui. qu'il y avait des sommes quand même en jeu, 300 000 euros. Après, il y avait 250 000 euros de loyer. Il y avait des locaux qui étaient mis à disposition avec des paillasses pour faire donc les recherches. C'est ce qui m'a étonné aussi au début, tout au début, où effectivement était mis vraiment, ou en tout cas donné à manger au public, le conflit d'intérêts qui pouvait exister, d'ailleurs il a réellement existé, il ne s'agit pas de le nier, entre Agnès Buzyn et M. Yves Lévy. Oui, d'ailleurs, ils en parlent dans ce... Voilà, il a existé. Ils le mettent en corrélation parce que c'est à peu près Voilà, la même chose. Absolument. Mais ce conflit d'intérêts, si, était complètement... Ou alors, il fallait vraiment... Ça a été occulté. Ça a été occulté. Ouais, bon, voilà. Donc, il a fallu creuser un tout petit peu, puis se rendre compte que Madame Obadia, effectivement, tient comme femme de Monsieur Jean-Paul Moati, IRD. Là, il y a un réel conflit d'intérêts. Et donc, je te laisse la primeur, mais ils ont permuté les rôles pour justement éviter ce conflit d'intérêts. C'est-à-dire que M. Raoul est devenu le président de la fondation et Mme Obadia avait pris le directorat de l'IHU pour éviter justement ce conflit d'intérêts. Et il y avait eu d'autres choses qui étaient remontées en 2017, donc ça a été une année un peu dure pour eux. L'INSERM et le CNRS, donc c'est les deux principales tutelles en fait de l'IHU, des unités de recherche, qui avaient ne pas souhaité continuer à labelliser les unités parce qu'il y avait eu des petits soucis au niveau des conditions de travail des agents et même il y avait eu plusieurs faits de harcèlement présumés, y compris sexuels. Donc après, il y avait eu des enquêtes par rapport à ça. C'est là où M. Yves Lévy, qui était à ce moment-là
président de l'INSERM, Oui. avait effectivement fait son boulot, enfin fait son boulot quelque part, il avait mené l'enquête. Il avait mené l'enquête, ouais, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a eu des rancœurs par rapport à ça ou pas? Mais en tout cas... Qui peut dire, mais simplement, juste factuellement parlant, avant qu'il y ait ces soucis en 2017, nous avons pu mettre à jour le fait que M. Yves Lévy et M. Didier Raoul ont fait des études en commun, publiées sur le Lancet, Oui, par rapport au VIH. au VIH. Il y a eu Ils 4 ont- ils ont- études faites entre 2014 et 2016. Donc ils ont travaillé ensemble, ils étaient, et voilà, comme beaucoup, comme M. Moati a sans doute fait des études avec M. Raoul. Oui. Voilà, je veux dire, C'est un petit milieu, c'est un c'est petit- comme le milieu oligarchique, là. C'est un tout petit milieu. Et d'ailleurs, en creusant, on s'est aperçu que c'était un tout petit milieu, mais qui était très, très, très politisé. Et notamment dans la région PACA et la région... oui, c'est la région PACA. Oui, Où on se rend compte qu'il y a une très, très forte présence au niveau du national-sionisme. C'est énorme. En termes d'influence, c'est énorme. Et il y a aussi peut-être une explication dans cette politisation de rivalité au niveau de la province et de Paris. oui, Il y a peut-être ça aussi Ah qui oui, rentre en ligne tout de à compte, fait, quoi. tout à fait. Donc il y a plusieurs enjeux là-dedans. Absolument. D'ailleurs, on peut regarder simplement juste l'organigramme Ouais. de l'IHU de Marseille, où on peut regarder simplement donc déjà le président, le directeur, donc vous allez voir les noms, Yolande Obadia, et aussi dans le conseil administratif. Alors les personnes qualifiées, donc nous avons Monsieur Delfrécy. Voilà. Alors, je vous rappelle qui est Monsieur Delfrécy. C'est le président du conseil scientifique pour le Covid à l'heure actuelle. Il est également directeur à l'INSERM, je crois. Il a fait partie d'Aviazan et il est également président du think tank Reacting, mais il est président aussi du think tank Santé mondiale 2030, qui est en relation avec les Gavi. Les Gavi, c'est une alliance des vaccineurs qui a été fondée par Bill Gates. Ce monsieur, vraiment, c'est la promotion, en fait, pour le côté vaccination de l'agenda 2030. Bien sûr, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. On retrouve aussi Monsieur Douste Blazy, c'est peut-être pour cela qu'il a fait autant de vidéos. Oui, 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 oui. Il y avait un parti pris. Bien sûr, et Monsieur Muselier aussi. Monsieur Muselier aussi, Monsieur Raoul bien entendu, Madame Obadia. Alors Monsieur Muselier, c'est le président de la région PACA. Oui, oui, oui. Il avait aussi soutenu activement. Exact. Absolument. Oui, Il avait fait des vidéos aussi. oui, oui. Alors c'est vrai que le fait d'avoir cet organigramme et le fait de voir l'ancien ministre de la Santé, M. Douste Blazy, etc. Oui, mais ils font partie du conseil d'administration. Et quelque part, il ne pouvait pas faire autrement que de faire des vidéos. Il y a quoi. une certaine logique. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette histoire de chloroquine, en fait, ça a été, comment dire, la marchandise ou l'unité de valeur qui a permis d'instaurer une polémique au niveau national et qui a permis finalement aux Français de se déchirer sur le pour ou contre la chloroquine, le pour ou contre Raoul. Mais là, dans cette histoire, il ne s'agit pas d'être pour ou contre ce monsieur. Bien au contraire. Bien au contraire, parce que monsieur Raoul, on ne le connaît pas. C'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est très sympathique. Hein. Oui, En tout cas, il apparaît comme ça. Oui, oui. Mais en tout cas, quand on regarde son réseau et quand on regarde les personnes qui côtoient, eh ben, moi j'aurais tendance à dire que ce monsieur, il œuvre aussi pour l'avancée de l'agenda 2030. D'ailleurs, son rapport de 2003 va dans ce sens. Oui, 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 oui. Dans son rapport de 2003, il avait écrit qu'un changement profond des mentalités populaires en termes de santé ne viendrait pas des politiques, mais des médecins. Et on voit que finalement, c'est ça qui met en œuvre. Oui, oui, oui. Les gens maintenant, à l'heure actuelle, ont beaucoup plus confiance aux médecins, et notamment, là en l'occurrence, monsieur Raoul, mais pas que monsieur Raoul. Non, il y a monsieur Perron aussi. Monsieur Perron. Mm. On reviendra éventuellement peut-être sur monsieur Perron. Oui, sur ses liens aussi. Sur ses liens aussi. Mais effectivement, il y a comme, j'allais dire, un blanc-seing, Ouais. c'est le cas de le dire. Si on peut employer le mot blanc. Voilà. Mais effectivement, la blouse blanche. Mais ça me rappelle aussi l'expérience de Milgram.
Ah oui, tu veux dire qu'en fait, il donne gage de Il y a crédibilité. une autorité. Parce qu'il représente une autorité médicale. Exactement. En fait, pour la pensée, c'est comme ça que C'est ça comme marche. ça que ça marche. Pour le psychologique. C'est très important. Il y a ça. effectivement l'autorité en tant que pouvoir par rapport aux différents, ne serait-ce des corps constitués comme la police, comme la gendarmerie. Donc c'est Comme l'ordre des médecins. comme l'ordre des médecins. Parce que là, c'est ça qui se joue. Bien hein. sûr. L'agenda 2030, c'est un agenda globaliste qui veut clairement détruire l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, ne nous l'aurons pas, c'est devenu quelque chose de très vérolé. Et en fait, c'est, on va dire, une caste qui protège et qui se protège, en fait, qui protège les médecins qui en fait partie et qui se protège. Donc c'est devenu vérolé en ce sens. Et ils veulent la détruire. Alors que ça aurait pu représenter un contre-pouvoir efficace, mais c'est tellement vérolé que, en fait, ils se protègent eux-mêmes, quoi. Oui, oui. Puis ne pas omettre non plus, enfin ça je le rajoute pour ma part, que monsieur Raoul est pro-vaccin, Oui, ainsi que monsieur Perron. oui, Tous les deux sont pro-vaccin. oui. Il y a des articles, et puis voilà, je veux dire, monsieur Perron, il a œuvré pendant des années à l'OMS. Bon, Oui, c'est pas pour rien. c'est pas pour rien. Et monsieur Raoul, un article avait pondu, c'était en 2018, où on lui parlait c'était pendant l'hiver 2018, on lui posait simplement la question par rapport à la vaccination à la rougeole. Il disait, il faut vacciner en priorité les jeunes enfants. C'était la grippe, je crois. C'était pour la Parce grippe. qu'il avait fait une émission de télé, d'ailleurs, qui Oui, la grippe, visible- c'est pour la grippe saisonnière. Autant pour Voilà, moi. c'était Tout pour à la fait. grippe saisonnière. Il disait clairement que ça ne La marchait rougeole, pas. c'était aux États-Unis. Il disait clairement que ça ne marchait pas pour les personnes âgées, que Absolument. maintenant il fallait vacciner Voilà. les très jeunes Les enfants. très jeunes enfants. Donc attention, prenez du recul. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre quelqu'un. C'est pas ça l'enjeu. C'est vraiment se dégager de ça et voir ce qui se joue vraiment au niveau des factions oligarchiques. C'est ça qui nous intéresse. Enfin, en ce qui me concerne, quand je parle de Raoul ou d'autres, ou de Moati, pour moi c'est comme si je parle de William Bourdon. Ouais. Ou comme si je parlerais de Bernard Arnault. C'est pareil, je n'ai rien au niveau de la... Je ne le connais pas. Mais c'est juste, quel est son rôle? Voilà. Qu'est-ce qu'il a... Quelles sont ses alliances? Quels Ouais. sont ses réseaux? Ouais. Et c'est vrai qu'il est tellement plus facile pour celui ou celle qui est contre l'oligarchie, avec effectivement une stigmatisation sur Bernard Arnault, Lagardère, etc. Enfin, on va pas y revenir. Et puis dès qu'il s'agit de personnes un petit peu que la pensée a registré comme ah oui mais Le sauveur. le sauveur, ou pour minorer un tout petit peu quelqu'un qui est en opposition avec le gouvernement, Mais c'est une fausse opposition quelque part. et voilà, mais qui peut le dire si ce n'est le fait de ramener des choses factuelles Ouais. en disant voilà ses liens, voilà ses relations, voilà son réseau. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais est-ce que vous feriez la même chose si on parlait de Bernard Arnault, par exemple, tout de suite? Ah, regardez, ou quand on a commencé à parler d'Agnès Buzyn et d'Yves Lévy, tout de suite, n'importe quelle petite chose, c'était à charge. Et là, c'est l'impression que c'est à décharge. C'est-à-dire qu'on veut se décharger, consciemment ou inconsciemment. Quand j'ai fait la toute petite vidéo sur Monsieur Raoul dans son bureau, où on voit les différents portraits Oui. de ces différentes photographies, selfies qu'il a pris avec les différents présidents. Il s'est fait photographier avec tous les présidents. Ok, ben, peu importe, c'est juste factuel. C'est pris en photo avec Monsieur Chirac, avec Monsieur Sarkozy, avec Monsieur Hollande et, dernier lieu, avec Monsieur Macron. Il a ça dans son bureau. Monsieur Macron vient le voir au mois d'avril. Il rentre dans son bureau, qu'est-ce qu'il voit, Monsieur Macron? Il se voit photographier avec Monsieur Raoul. Juste ça. Ouais. Ça ne prouve absolument rien. Je ne dis pas que Monsieur Raoul est macroniste. Ouais, mais enfin, moi je sais que je me ferais pas photographier avec Macron et je la mettrais pas chez moi, quoi. Voilà. La photo. Mais c'est juste en termes de psychologie. Ouais. C'est ça qui est important. Est-ce que vous diriez la même chose? C'est une question. Une personne pour qui la pensée a enregistré quelque chose qui ne va pas dans le bien commun, pour reprendre ces termes-là, et qu'effectivement, il y a une vidéo, une caméra qui rentre chez la personne, et on le voit photographier avec Macron. Ouais, là ça va être ouais, regardez-le. Regardez. Ouais. Alors, c'est pas une preuve factuelle, mais c'est juste que, ok, il y a plein de gens qui se font photographier, ça veut pas dire qu'ils sont macronistes. Il y a le côté selfie, je me prends en photo, etc. Mais c'est quand même, déjà quand on voyait ça, c'était quand même assez assez petit quoi, de se faire photographier. Bon, pourquoi pas. Mais là,
Monsieur Raoul avec tous les présidents. Et la pourquoi photo pas. datée, tu as fait des recherches du 5 mars Oui, 2020. Donc c'est 2020. pas super ancienne hein, en plus. Bah, j'ai mis du temps comment dirais-je, avant de trouver la date exacte. Mais effectivement, bah, c'était le jour où en fait Monsieur Macron a réuni Ouais. le conseil scientifique dont Monsieur Raoul faisait partie. En tout cas, c'était le moment où il a réuni tout un tas de scientifiques pour faire partie de ce Pour conseil. faire partie de ce conseil Ouais. scientifique, puisqu'il a été, comment dirais-je, désigné la semaine d'après. Voilà, c'est ça. Alors c'est là où je trouve un petit peu rocambolesque, ou un petit peu, comment dirais-je, outrecuidant de la part de Monsieur Raoul, dans sa façon d'exprimer le fait qu'il s'est retiré du conseil scientifique, alors qu'il n'a participé à aucune des réunions. Ouais, en fait, il n'y est pas rentré dedans. Ah, il n'y est pas rentré du tout. Mm, C'est-à-dire qu'il a dit oui. mm, mm. Il a dit oui, ok, je participe. Et ensuite, il dit oui, mais moi je ne veux pas participer à des réunions. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles, puisque tu n'as assisté à aucune des réunions. C'est un peu comme si une personne va parler d'une... Oh, moi je participe pas à des... Mais au moins participe au moins à une réunion. Au moins tu peux dire, tiens, j'ai participé à une Là, réunion. ouais, là, c'est vrai que tu as Ça ne regardé me- tous les rapports, il n'y était pas en présence. Il Il était excusé chaque fois, quoi. Bah, la première fois, il est excusé. La seconde fois, il est excusé. La troisième fois, il n'apparaît même plus sur la liste. Mm. Et en fait, on a attendu le 24 mars Ouais. pour que effectivement il s'exprime à ce sujet en disant j'ai claqué la porte. Mm. Mais je ne sais pas, mais il n'a pas pu claquer la porte puisqu'il ne l'a pas ouvert. Ouais, tout à fait. Donc, là, il y a quelque chose qui était Il y a bizarre. quelque chose qui est... Ouais. Alors effectivement, je comprends le fait Mm. qu'il n'a pas voulu effectivement en parler de trop en disant, de ne pas mettre à mal le conseil scientifique en lui-même, etc. Mais de dire j'ai claqué la porte, factuellement, c'est pas vrai. Mm. Il n'a pas claqué la porte. Il n'a participé à aucune des réunions. Il a décidé de ne pas y participer du tout. Alors après, moi j'aimerais faire remonter quelque chose quand même en termes d'ingénierie. On s'est aperçu que les personnages qui naviguent un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler la droite sioniste, comme Estrosi par Mhm, exemple, mhm. eux, ils montrent jamais d'opposition quelque part aux choses. Ils sont toujours partie prenante quelque part. Mais l'opposition, on peut dire qu'elle vient de la gauche sioniste. Et pour exemple, Mhm, mhm. la gauche sioniste est prête à mettre le feu à une de ses usines, comme Lubrizol par exemple, Mhm, mhm. pour servir la cause de l'agenda 2030. Mhm, 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 mhm. Alors que ceux qui ont servi la cause là de l'agenda 2030 en termes de santé, comme M. Estrosi, eux c'était à fond. En termes de santé, non, c'est bien, il faut aller vers la prévention santé, vers l'administration de médicaments, il faut refonder ce système santé. Mhm, C'est mhm. un peu ce qu'on peut voir, il me semble, au Mhm. niveau global. Mhm, mhm, mhm. Je ne sais pas si j'ai été claire. Bah, ce qui me vient, c'est que ce qui me vient, c'est que entre ces fausses luttes et ces réelles luttes oligarchiques, Ouais. où en fait, est-ce qu'il y a une réelle lutte intestine, ou est-ce que vraiment c'est des fausses luttes, parce que de toute façon, elles vont dans la même direction toutes les deux. Ouais. Alors c'est un peu comme si on avait d'un côté la Fabian Society, Ah ben, mais clairement. voilà, et de l'autre côté, effectivement, le sionisme messianique, Ouais. Clairement. qui active et qui est lui effectivement, si on reprend, voilà, on va pas remonter, mais si on reprend la thématique de ce que c'est que le messianisme actif, c'est on accélère la destruction, C'est plutôt l'action, hein, c'est plutôt l'action, mais l'action dans le sens de détruire. de détruire. Ouais. Ordo à chaos, on détruit pour que le Messie arrive. Mhm. Donc on hâte les temps pour que le Messie arrive. C'est un peu ça, si je synthétise. Le messianisme actif, c'est ça. Et de l'autre côté, la Fabian Society, ce serait plutôt le socialisme avec toute... mais ça va dans le même sens avec l'immigrationnisme, le LGBTisme, Ouais. enfin toutes ces choses-là. Alors hein. après, il s'intéresse aussi au pôle santé, au pôle éducation et au pôle divertissement, parce que M. Attali en fait partie clairement, et, Oui. et c'est vraiment, il pousse vers ça. Oui. Mais M. Attali, on se rend compte qu'il freine sur la question de l'écologie, parce que pour lui, ce n'est pas la meilleure voie. Ça va être très contraignant pour l'économie, en fait.
Oui, oui, avec son fameux think tank Positive Planète. Positive Planète. Après, il y aurait plein de choses à parler. Je veux dire, Ouais. avec l'autre think tank qui est One, où on a Najat Vallaud-Belkacem, qui est la présidente de One en France, enfin, Ouais, mais qui a là, été récemment nommée. Bon, on va s'égarer on du va sujet. s'égarer. Bah, je pense qu'on a fait un peu le. On a fait le tour. Alors, j'espère qu'on aura été assez clair et que ça vous donnera d'autres pistes. Mais je le rappelle, le but, c'est pas d'être pour ou contre le personnage. Le personnage peut être très bien. Ça peut être quelqu'un de très jovial, qui a le sens de l'humour. Enfin, ça, c'est sa partie privée, quoi. Mais dans la partie publique, qu'est-ce qu'il en est des réseaux? Qu'est-ce qu'il en est de l'idéologie? Vers quoi il tend? Quel est son background, en fait? C'est ça qui est intéressant. Oui, et quels sont ces liens, qui le côtoie? Je veux dire comme n'importe qui, je veux dire, c'est quelles sont tes alliances, quels Ouais. sont tes liens, qui c'est que tu fréquentes, Et je te dirai qui tu es. et je dirais quelque part qui tu es, mais en tant que personnage public. Voilà, c'est ça. Et il est tellement facile pour la pensée qui a enregistré un aspect négatif d'une personne, de tout de suite le moindre petit aspect ou le moindre petit lien tout de suite, c'est récupéré. Mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Mais il s'agit, enfin, encore une fois, quand je parle je le connais pas, donc il pourrait s'appeler Tartampion, ou ça pourrait être une femme, c'est égal, c'est juste. C'est un jeu Oula, d'enquête. C'est un jeu d'enquête, mais c'est comme William Bourdon, c'est comme n'importe quel type de personnage. Quand on a fait Roger Alam, c'était pareil. Quel est son rôle là-dedans, Voilà. dans ce jeu d'échecs? Dans le grand échiquier, comme disait monsieur Brzezinski. Ouais, quel est son rôle? Est-ce que c'est un rôle de pion? Est-ce que c'est un rôle de fou? Est-ce que c'est un rôle de reine qui va dans toutes les directions? Voilà, c'est juste quel est son rôle? Et effectivement, aidé par qui, par quoi? Donc, comme un jeu d'échecs, on avance les pions, et puis après c'est les cavaliers, les fous, et puis on avance, et... Ah, d'ailleurs, j'aimerais ramener une dernière info, parce qu'on a vu le professeur Tournesol dimanche, donc avant-hier, pardon, et il nous disait que lui savait que monsieur Raoul était un homme de réseau. Donc, Oui, donc voilà. oui, ne serait-ce là, on a fait état justement avec le professeur, effectivement, il avait été étonné au tout début, c'est ce qu'il me disait, c'est de voir autant d'articles le concernant, Ouais. dans les Échos notamment, Bernard Arnault, mais pas que, Paris Match, en couverture. Ouais. Quand on sait à qui appartiennent Ben ouais, c'est ça, je veux dire. les médias, Ils appartiennent à les des journaux, oligarques, quoi. voilà, donc c'est les banques, c'est les oligarques. Ils jouent aux échecs, eux, là. Ils jouent aux échecs. Je veux dire, il suffit juste de regarder le nombre d'articles dans Le Point, dans les Échos. C'est juste factuel aussi. Mais à un moment donné, c'est ah oui, attendez, les médias appartenaient à qui? Et dans quel but ils font ça? C'est tout. Donc à partir de là, effectivement, Monsieur Raoul a des réseaux. Mais il a des réseaux, mais c'est normal. Je veux dire, c'est pas un peu, il vient pas de débarquer. Non, c'est un chercheur renommé, C'est un chercheur qui a renommé. un CV énorme, Énorme. qui a une carrière énorme, donc c'est normal qu'il ait du réseau. Bien sûr, il a toujours donc participé. Donc il a été chargé de mission en 2003. Ensuite à la commission du Sénat en 2015. Il a tout le temps fait des rapports. Il a tout le temps été près, plus ou moins près des présidents. Voilà, il a reçu des médailles. Enfin, mais dû à sa fonction. dû à sa fonction. Et puis donc il a toujours été, voilà, il a surfé. Et puis bon, voilà, il s'est adapté. Et au jour d'aujourd'hui, il est plus ou moins tranquille. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où je l'ai vu dans les médias, si vraiment c'était de l'opposition, il y a plus de personnages qui sont vraiment dans l'opposition, qu'on voit essentiellement soit sur des petites chaînes YouTube ou sur des... Oui, toi tu parles de la vraie opposition, de la vraie dissidence, quoi. Voilà, je veux dire, les vrais dissidents, je veux dire, déjà, il n'y en a pas beaucoup, ou alors s'il y en a beaucoup, soit ils se planquent, soit ils sont très discrets, et qu'effectivement, le simple fait de voir quelqu'un dans les médias, que ce soit au niveau de la télévision, au niveau des journaux, au niveau de la radio... Ah, d'ailleurs, en parlant des médias, je crois que le professeur avait dit aussi que c'est Macron qui avait insisté pour que Raoul passe sur BFM. Donc la fameuse interview avec Apolline de Malherbe. Macron avait insisté auprès de Fogiel.
Oui, alors je sais plus si c'est, faudrait demander au professeur, mais si c'est, parce que je sais que Fogiel est lié avec la Brigitte Macron, enfin, Ouais, c'est ça. voilà, donc c'est plutôt Brigitte qui a un peu appuyé, enfin, et puis pareil pour Fogiel, il a été mis là, non pas par hasard non plus, Donc sur pourquoi BFM, Macron insiste pour que Raoul passe dans les médias, quoi? Je veux dire, à un moment donné. et puis faire semblant que le fait qu'il se déplace au mois d'avril c'est une surprise, alors que Ah, non, ouais, il n'y a non. pas de surprise. Donc tout est calculé, il a un agenda et bon bah voilà, tout est mis sur piste. Mais ça, c'est toujours pareil. Si Macron. Normalement, c'est un président qui reçoit les Oui. scientifiques à l'Élysée. Là, c'est Macron qui se déplace. Donc, pour la pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'encore une fois, c'est Raoul qui fait preuve Oui, d'autorité. Et Macron se soumet. Alors que non, ça fait partie d'un jeu, tout ça. bien sûr. Eh ben je crois on peut conclure. On peut conclure. Donc, nous concluons. Bye À bientôt à tous! bye.